Bienvenue à notre atelier sur l'adoption de meilleures habitudes technologiques. D'après les recherches d'Abilomédia, le temps passé devant les écrans est l'une des principales préoccupations des parents en matière de technologie et la cause la plus fréquente de conflits entre parents et jeunes du Canada. Les enfants eux-mêmes s'en inquiètent. Près de la moitié admettent passer trop de temps sur leur cellulaire. Alors, quelle est la meilleure façon d'aborder cette question, qui est devenue l'un des enjeux les plus importants en matière de médias et de technologie? Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à remplir notre sondage pré-atelier. Ce sondage ainsi que celui post-atelier nous permet de nous assurer que nos ressources sont efficaces et de continuer à les améliorer. Cela ne vous prendra que quelques minutes en suivant le lien ou en balayant le code QR ci-dessous. Aucune information personnelle ne sera recueillie, seules vos réponses seront prises en compte. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de notre organisation. Abilomédia est le centre bilingue d'éducation aux médias numériques du Canada. Organisme de bienfaisance enregistré, Abilomédia réalise des recherches, élabore des ressources et contribue à l'avancement de l'éducation aux médias numériques depuis 1996. L'éducation aux médias numériques désigne la capacité d'utiliser et de comprendre les médias sous toutes leurs formes de manière critique, efficace et responsable, d'y accéder et d'interagir avec eux. Toutes nos ressources et ateliers sont fondés sur les meilleures données probantes disponibles, y compris les recherches originales que nous réalisons. Depuis l'année 2000, nous étudions la vie numérique des jeunes Canadiens dans le cadre d'une recherche continue intitulée Jeunes Canadiens dans un monde branché. Cette étude, reconnue à l'échelle internationale, constitue la base de tout le travail d'Abilomédia et continuera d'orienter les politiques et d'établir des repères pour la recherche sur la vie numérique des enfants. Pourquoi parlons-nous d'habitudes technologiques plutôt que d'addiction? Il y a peu de preuves que les appareils et les applications que nous utilisons sont addictifs au même titre que des substances comme le tabac ou des activités telles que les jeux d'argent. En outre, parler d'addiction peut s'avérer contre-productif, en donnant l'impression qu'il n'y a rien à faire pour changer l'importance des écrans dans notre vie. Les adolescents avouent être souvent accros de leur cellulaire ou aux médias sociaux, mais nos recherches montrent que ceux qui s'inquiètent de leur temps d'écran ne changent pas pour autant leurs habitudes et ne réduisent pas leur temps en ligne. Comme le dit le Dr Michael Rich, fondateur du Digital Wellness Lab et pionnier dans le traitement de l'utilisation problématique des médias, le terme d'addiction n'est pas constructif lorsqu'il fausse notre réponse et n'offre pas aux jeunes les moyens de rééquilibrer une utilisation des médias devenue problématique. Parler d'addiction remet non seulement en question la volonté du jeune, mais lui donne aussi une excuse pour se déclarer impuissant face à l'attraction des écrans. Penser en termes d'addiction peut aussi laisser croire que la seule solution est l'abstinence, ce qui est peu réaliste. Étant donné que les élèves ont besoin d'accéder à Internet pour leurs études et que la plupart des métiers impliquent l'utilisation d'appareils numériques. En fait, la recherche montre que la plupart des parents ne souhaitent pas priver leurs enfants de leur cellulaire. 2 tiers des jeunes disent avoir reçu leur premier cellulaire non pas parce qu'ils l'ont demandé, mais parce que leurs parents voulaient pouvoir les rejoindre. De plus, contrairement aux substances vraiment addictives, les cellulaires et les médias sociaux apportent aussi de nombreux bénéfices aux jeunes, comme la connexion sociale, l'apprentissage et l'expression de soi. Les études suggèrent même que les jeunes les plus vulnérables aux effets négatifs sont aussi ceux qui en tirent le plus de bénéfices. À l'exception des très jeunes enfants, notre objectif n'est donc pas de réduire le temps d'écran au maximum, mais plutôt d'aider les jeunes à adopter des habitudes numériques qui leur permettront de trouver un équilibre entre les bienfaits et les risques. Que veut-on dire par équilibre? Voici 3 éléments clés. Premièrement, une utilisation équilibrée des appareils est gérable. Vous avez l'impression de garder le contrôle sur votre utilisation des écrans, et celle-ci ne nuit pas à vos autres besoins ou activités. Deuxièmement, cette utilisation est significative. Le temps passé vous semble utile ou enrichissant. Il peut s'agir d'activités comme apprendre, créer, garder le contact avec ses proches, mais aussi de jouer à un jeu ou regarder une vidéo vraiment captivante et satisfaisante. Et enfin,
Une utilisation équilibrée est consciente. Vous choisissez consciemment de passer ce temps sur l'appareil et quand vous le faites, vous êtes pleinement présent sans vous laisser distraire ni fonctionner en mode de pilote automatique. Tout comme nous avons défini une utilisation équilibrée comme étant gérable, significative et consciente, il existe 3 phénomènes qui contribuent à une utilisation déséquilibrée. Le premier, c'est la substitution. Lorsque l'utilisation des écrans prend la place de moments normalement consacrés à des interactions avec des amis ou la famille ou à des activités importantes comme faire de l'exercice ou dormir suffisamment. Ça donne l'impression de ne plus avoir le contrôle. C'est pour cette raison qu'il est recommandé de limiter au maximum le temps d'écran chez les enfants de moins de 2 ans, car ils ont besoin de consacrer ce temps à d'autres expériences essentielles à leur développement. Pour les enfants plus âgés, demandez-vous si l'activité numérique ne les aide pas à faire quelque chose que vous ne souhaitez pas voir substituer. Est-ce qu'elle les aide à faire de l'exercice, comme un jeu de danse ou Pokémon Go? Est-ce qu'elle leur permet d'apprendre quelque chose, que ce soit en lien avec l'école, un de leurs centres d'intérêt comme l'histoire ou les dinosaures, ou encore une compétence pratique comme la cuisine ou la guitare? Est-ce qu'ils créent quelque chose, comme écrire une histoire ou concevoir un jeu vidéo? Et enfin, est-ce qu'ils interagissent de façon significative avec des amis ou des membres de la famille? Les recherches montrent que les jeunes qui jouent principalement des jeux vidéo seuls sont susceptibles de devenir plus solitaires avec le temps, alors que ceux qui jouent avec d'autres le deviennent moins. L'un des aspects de la vie quotidienne les plus fréquemment affectés par l'utilisation des médias numériques, c'est le sommeil. Un grand nombre d'adolescents utilisent des appareils numériques dans leur chambre une fois couchés et sont souvent réveillés par des messages textes ou des notifications. Cela entraîne à la fois un sommeil plus court et moins bonne qualité, ce qui peut avoir des effets négatifs sur le bien-être mental en général et le développement du cerveau. Malheureusement, près de la moitié des enfants canadiens utilisent fréquemment un écran après s'être mis au lit, la plupart des soirs. En plus de ses effets sur le sommeil, le fait de garder son cellulaire dans la chambre augmente les risques d'être exposé à la méchanceté et à la cruauté en ligne, d'en être témoin ou d'y participer, ainsi que de voir du contenu raciste ou sexiste. S'endormir ne se fait pas en une seule étape. On commence par être réveillé, puis on entame sa routine du coucher, on s'allonge, on ferme les yeux et on finit par s'endormir. Or, si un appareil est présent à chaque étape, ça devient autant d'occasions de se laisser happer par l'écran et de retarder l'heure du sommeil. Le deuxième risque lié à une utilisation déséquilibrée des technologies, c'est l'interférence. C'est lorsque l'utilisation de la technologie nous rend moins présents dans d'autres activités, ce qui les rend moins significatives. Par exemple, si vous êtes invité à regarder un film avec des amis, mais que vous passez votre temps sur votre cellulaire et perdez le fil de l'histoire, vous ne profitez pas vraiment du film. Et vous ne pourrez pas en discuter avec vos amis par la suite. Enfin, le sentiment que l'utilisation de nos appareils nous échappe la rend moins consciente. C'est vrai, même si ce n'est qu'une impression, sans conséquences négatives évidentes. Avoir le sentiment de contrôler sa vie, ce qu'on appelle le sentiment d'autonomie, c'est tout aussi important que ce que l'on fait avec nos appareils et le temps qu'on y consacre. Même si tout le reste est identique, se sentir en contrôle d'une situation nous fait nous sentir mieux. À l'inverse, avoir l'impression de perdre le contrôle risque de générer du stress. L'utilisation équilibrée ou déséquilibrée des appareils est généralement le résultat de nos habitudes. Donc, pour adopter une utilisation plus équilibrée, il faut modifier ses habitudes. Une habitude, c'est quelque chose qu'on fait presque sans y penser. Et certaines habitudes peuvent être positives. Par exemple, si vous avez pris l'habitude de vous brosser les dents chaque matin et chaque soir, vous aurez probablement moins de chances d'oublier parce que ça devient comme un automatisme. Voici quelques conseils concrets pour adopter des meilleures habitudes technologiques. N'oubliez pas que nos actions parlent aussi fort que nos paroles. Vous pouvez donc réfléchir à la manière dont ces stratégies peuvent aussi vous aider à mieux gérer votre propre utilisation du cellulaire. Il est utile de faire des pauses dans l'utilisation des appareils, mais une courte pause peut être tout aussi bénéfique qu'une longue détox numérique. Une étude a révélé que réduire le temps passé sur les appareils avait le même effet positif sur les symptômes de dépression et d'anxiété, la satisfaction de vie et l'activité physique que le fait de ne pas les utiliser du tout. En fait,
Ceux qui ont seulement réduit leur temps d'écran étaient plus susceptibles de se ressentir des effets positifs 4 semaines plus tard que ceux qui avaient totalement arrêté leur utilisation numérique. Une autre étude a révélé que la méthode la plus efficace consiste à réduire le temps passé sur certaines activités en ligne à des moments précis, comme éviter de regarder les vidéos suggérées sur YouTube ou ne pas utiliser Instagram à la bibliothèque. La même étude a montré que les jeunes se sentaient mieux s'ils prévoyaient de consacrer plus de temps à des activités en ligne qu'ils apprécient. Plutôt que de chercher à réduire le temps d'écran, ça peut être plus bénéfique que de développer de meilleures habitudes technologiques en planifiant des moments sans technologie pour soi et ses enfants et en établissant des espaces sans technologie à la maison. Vous pouvez consulter la fiche conseil d'Habilomédia intitulée « Accompagner vos enfants dans leur visionnement » pour des conseils pour y parvenir. Avez-vous déjà été pris dans cette spirale où vous ouvrez votre cellulaire pour faire une chose et que vous finissez par en faire plusieurs autres sans même vous en rendre compte? Pour éviter ça, essayez d'être plus intentionnel dans votre utilisation du cellulaire. Avant de l'allumer, dites ce que vous allez faire. Vérifiez la météo, par exemple. Vous pouvez même commencer par le dire à voix haute, puis simplement par y penser. Définissez à l'avance ce qui vous indiquera que vous avez terminé. Quand je saurai s'il va pleuvoir, par exemple. Ensuite, dites ce que vous ferez juste après, comme prendre un parapluie ou de la crème solaire. Ça vous aide à éviter ces moments où vous pourriez ouvrir une autre application juste par habitude. Réfléchissez à toutes les choses que vous faites avec votre cellulaire. Vous pouvez les classer selon les applications que vous utilisez, courriels, médias sociaux, etc., ou selon les raisons pour lesquelles vous utilisez votre cellulaire. Contacter vos parents, vérifier la météo, prendre des nouvelles de vos amis, etc. Ou encore, utiliser un mélange des deux. Ensuite, réfléchissez à celles qui ont une fin claire, comme vérifier la météo, et à celles qui n'en ont pas vraiment, comme regarder des vidéos. Choisissez maintenant une activité avec une fin claire. Il peut s'agir de celle que vous faites le plus souvent ou de celle qui vous entraîne le plus facilement dans une spirale d'utilisation. Pour chacune de ces activités, répondez à 2 questions. Pourquoi est-ce que je fais ça? Comment saurais-je que j'ai terminé? Maintenant, déverrouillez votre cellulaire. Fermez toutes les applications ouvertes. Ensuite, faites uniquement l'activité que vous aviez prévue. Arrêtez-vous une fois que vous avez atteint le point de fin que vous aviez identifié. Par exemple, quand vous savez quel temps il fera aujourd'hui. Puis, verrouillez votre cellulaire. Comme pour tout exercice, il faut le faire plusieurs fois pour y arriver. Essayez-le maintenant. Pour les activités qui peuvent durer indéfiniment, comme faire défiler les médias sociaux, réglez un minuteur. Voici une activité pour rendre votre utilisation plus facile à gérer, appelée « Essai d'application ». Choisissez une activité qui n'a pas de fin claire, comme jouer à un jeu ou regarder des vidéos. Décidez du temps que vous souhaitez y consacrer, par exemple 5 minutes à regarder des vidéos. Réglez un minuteur pour cette durée. Faites l'activité jusqu'à ce que le minuteur sonne, puis fermez l'application et rangez votre cellulaire. Même si vous n'arrêtez pas dès que le minuteur sonne, le fait de chronométrer votre activité peut être révélateur. Je jouais parfois à un jeu que je pensais durait 5 minutes par partie, mais en réalité, chaque partie en prenait 15. Prenez un moment pour penser à une activité que vous faites en ligne et qui n'a pas de fin claire, comme consulter votre fil sur les médias sociaux. Faites une estimation du temps que vous y passez habituellement et notez-la. La prochaine fois que vous la faites, chronométrez-vous, puis comparez le temps réel à votre estimation. Une autre astuce consiste à ajouter des obstacles, comme changer régulièrement la méthode de déverrouillage ou de retirer les applications les plus tentantes de votre écran d'accueil. Au début, passer l'affichage en niveau de gris peut aussi être utile. Les notifications peuvent nous stresser, mais elles nous permettent aussi de rester connectés aux autres. En fait, nous passons moins de temps à les consulter qu'on le pense. Seule une interaction sur 10 avec notre cellulaire est déclenchée par une notification. Vous pouvez aussi établir les plages horaires pour déterminer quand les appareils et certaines activités sont permis ou non. Ça peut s'appliquer à des moments et à des endroits. Par exemple, il est fortement recommandé de ne pas laisser les cellulaires dans les chambres des enfants et de définir des moments et des endroits sans écran, comme pendant le repas.
Désactiver complètement les notifications peut en réalité être plus stressant que de les laisser activer, car on risque de s'inquiéter de manquer quelque chose d'important. À la place, essayez la méthode de la consultation éclair des notifications. Choisissez une fréquence à laquelle vous consulterez vos notifications, par exemple une fois par heure ou toutes les 30 minutes. Ne consultez aucune notification en dehors de ces moments, sauf évidemment en cas d'urgence. Lorsque le moment est venu, consultez toutes vos notifications. Répondez rapidement à celles qui le nécessitent, puis rangez votre cellulaire. Vous pouvez enseigner aussi aux enfants la méthode dans 10 minutes. Lorsqu'ils ressentent le besoin de consulter leurs notifications, ils peuvent le faire, mais dans 10 minutes. Ce petit délai réduit le nombre de fois où ils consultent leur cellulaire, qui peut être plus significatif que la durée totale d'utilisation. De plus, il y a de bonnes chances que quelque chose d'autre attire leur attention pendant ces 10 minutes-là, les distrayant de leur cellulaire davantage. Les médias sociaux ne sont évidemment pas neutres. Ils sont soigneusement conçus pour nous faire passer plus de temps dessus et pour nous inciter à y revenir souvent. C'est ce que les concepteurs d'applications appellent la conception accrocheuse. Ces applications et appareils ne nous contrôlent pas, mais ils nous influencent à travers leurs fonctionnalités, ce qu'ils permettent de faire et leurs paramètres par défaut, c'est-à-dire ce qui est le plus facile à utiliser. Par exemple, la lecture automatique est une fonctionnalité qui nous pousse à continuer à regarder plus longtemps qu'on ne le ferait autrement les vidéos. Et lorsque la lecture automatique est activée par défaut, comme c'est le cas sur la plupart des plateformes vidéo et plusieurs médias sociaux, YouTube, TikTok, etc., cela en fait un paramètre par défaut encore plus puissant. Malheureusement, ce qui rend une application accrocheuse correspond aussi à certains des plus grands avantages qu'elle nous offre. Explorer son identité, se divertir, se changer les idées ou s'exprimer. La bonne nouvelle, c'est que les recherches montrent que le fait d'expliquer aux jeunes les stratégies de conception utilisées par les applications pour les inciter à revenir sans cesse, comme les Snapflammes ou la page Pour toi de TikTok, les aide à reprendre le contrôle de leur expérience en ligne. En fait, plusieurs études montrent que la plupart des jeunes n'aiment pas être manipulés par les applications. On peut donc aussi leur enseigner des moyens de revendiquer une conception plus saine et plus responsable des plateformes. Voici un exercice que vous pouvez faire seul ou avec des jeunes pour explorer comment les outils numériques influencent notre manière de les utiliser. Réfléchissez aux fonctionnalités ou aux paramètres par défaut de votre cellulaire ou de vos applications préférées qui vous font perdre la notion du temps, qui vous poussent à y revenir souvent ou qui vous incitent à y rester plus longtemps. Imaginez que vous puissiez obliger les entreprises technologiques à modifier leurs produits comme bon vous semble. Que changeriez-vous pour encourager une utilisation plus saine? Même si nous pouvons influencer la façon dont les entreprises technologiques conçoivent leurs produits, réfléchir à la manière dont leurs outils nous influencent nous aide aussi à voir comment nous pouvons les utiliser comme s'ils avaient déjà été modifiés. Bien sûr, le temps que nous passons sur nos appareils, la manière dont ça peut remplacer ou interférer avec d'autres activités n'est qu'un aspect de l'impact que les médias peuvent avoir sur nous. Des chercheurs, comme la Dr. Lucia Maris-Weinberg, ont montré que, de façon générale, ce n'est pas tant le temps passé devant les écrans, mais la façon dont on utilise ce temps qui est le meilleur indicateur de la solitude et du bien-être. Différentes activités peuvent avoir des effets différents. Une étude a révélé que les jeunes utilisateurs de médias sociaux se sentaient généralement moins bien après avoir consulté des publications des autres, mais mieux après avoir publié leur propre contenu ou envoyé des messages. Bien que les médias sociaux puissent entraîner des expériences comme la cyberintimidation ou l'exposition à du contenu extrême, ce qui est loin d'être le plus courant, c'est la comparaison avec les autres. Lorsque nous comparons notre vie à celle des autres telle qu'elle apparaît sur les médias sociaux, soigneusement filtrée et choisie pour donner une image positive, nous pouvons finir par croire qu'ils sont plus beaux, plus heureux, plus épanouis que nous. Certaines recherches suggèrent que c'est la comparaison, plus que tout autre facteur, qui détermine si les médias sociaux ont un effet positif ou négatif sur nous.
Nous pouvons aider nos enfants à éviter le piège de la comparaison en les encourageant à faire le tri dans leur fil d'actualité. Ces fils dépendent en partie des personnes qu'on a choisi de suivre, alors on peut les ajuster en masquant ou en désabonnant des comptes qui nous font sentir mal dans notre peau. Mais une grande partie de ce que nous voyons en ligne est aussi déterminée par les algorithmes de recommandation. Les algorithmes varient selon les plateformes, mais en général, ils sont conçus pour vous faire passer plus de temps sur l'application ou vous inciter à y revenir plus souvent. Voici par exemple quelques-uns des objectifs possibles d'une application de vidéo. Maximiser le temps de visionnement total, inciter les utilisateurs à interagir avec le contenu en commentant ou en répondant, garder les utilisateurs sur la plateforme le plus longtemps possible, encourager le partage des vidéos avec d'autres personnes, faire en sorte que les utilisateurs reviennent au moins une fois par jour. Chaque application peut être optimisée pour plusieurs de ces objectifs avec des priorités différentes. Et ces priorités changent avec le temps, à mesure que les créateurs de contenu et les annonceurs apprennent à déjouer les algorithmes. Malheureusement, le contenu qui nous pousse à rester, à interagir, à partager ou à revenir plus souvent n'est pas toujours ce qui est bon pour nous ou pour notre santé mentale. Pensez à une application que vous utilisez pour regarder des vidéos, que ce soit un média social ou une plateforme de diffusion comme Netflix. À votre avis, quel est l'objectif principal de son algorithme de recommandation? Heureusement, nous pouvons aussi prendre certaines mesures pour influencer les algorithmes et amener les applications à nous montrer davantage de contenu qui nous fait du bien et moins de contenu qui nous fait du mal. Chaque application permet de le faire différemment, mais en général, aimer un contenu ou le regarder jusqu'à la fin indique à l'algorithme que vous voulez voir plus de ce type de contenu. À l'inverse, faire défiler rapidement, signaler ou cliquer sur « Je n'aime pas » indique que ce contenu ne vous intéresse pas. Certaines applications, comme TikTok, vous permettent même de réinitialiser complètement votre profil de recommandation et de repartir à zéro. En partant de là, il m'a fallu à peine 15 minutes pour lui apprendre à ne me montrer que des vidéos de chats. Voici comment procéder sur 3 applications populaires. Sur TikTok, allez dans vos paramètres, cliquez sur Préférences de contenu, sélectionnez Actualiser ton fil d'actualité pour toi, puis cliquez sur Continuer. Sur Instagram, cliquez sur votre photo de profil en bas à droite de l'écran. Cliquez sur l'icône menu, les 3 lignes en haut à droite. Choisissez Préférences de contenu. Sélectionnez Réinitialiser le contenu suggéré. Cliquez sur Suivant, puis Réinitialiser le contenu suggéré. Sur YouTube, allez sur myactivity.google.com. Cliquez sur Historique YouTube. Sélectionnez Gérer l'historique, puis cliquez sur Supprimer et supprimez toute l'activité. Vous pouvez maintenant commencer à réentraîner consciemment votre algorithme en lui envoyant les bons signaux. Voici une expérience que vous pouvez essayer après avoir réinitialisé votre algorithme. Essayez de faire en sorte que l'application ne vous montre qu'un seul type de contenu, par exemple, uniquement des vidéos de chats. Combien de temps ça vous prend? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Aimer les vidéos, les regarder jusqu'à la fin ou autre chose? Si l'application propose des options de rétroaction négative, comme les boutons pas intéressés ou ne pas recommander, testez leurs efficacités pour éliminer le contenu que vous ne voulez plus voir. N'oubliez pas que créer une expérience numérique positive est un processus continu. En comprenant comment fonctionnent les algorithmes et en prenant des mesures pour les entraîner efficacement, vous pouvez façonner un environnement en ligne plus sain et positif. Nous voulons aussi que les jeunes comprennent que tout le monde subit les mêmes pressions qu'eux. Être toujours disponible et se montrer toujours sous son meilleur jour. Si nous publions sans filtre sur notre vie, ses hauts et ses bas, nous encourageons les autres à faire de même. Comme les médias sociaux jouent un rôle important dans la façon dont les adolescents restent en contact avec leur famille et leurs amis et peuvent être un outil précieux de socialisation, la psychologue Dr. Tara Porter propose d'inviter les jeunes à réfléchir à cette question. Utilises-tu ton cellulaire pour te connecter aux autres ou pour te comparer aux autres? Les recherches récentes montrent que si les jeunes ont parfois du mal à déconnecter, surtout la nuit, c'est souvent par crainte de ne pas être là si un ami a besoin d'eux. Alors assurez-vous qu'ils aient bien prévenu leurs amis que leurs affreux parents ne les laissent pas consulter leurs applications ou leurs notifications la nuit.
Ils ne vous remercieront sûrement pas, mais il y a de fortes chances qu'ils vous en soient secrètement reconnaissants. Les bonnes comme les mauvaises habitudes sont comme des muscles. Plus on les exerce, plus elles se renforcent, et plus elles sont fortes, plus il est difficile de les changer. Mais comme pour les muscles, on ne peut pas tout faire d'un coup. Des petits changements réguliers fonctionnent mieux que des grands bouleversements. Alors il est important de se fixer des objectifs réalistes, surtout lorsqu'on commence. Il peut aussi être préférable de ranger complètement nos appareils dans certaines situations où l'on ne veut vraiment pas être distrait. Cet exercice, appelé le Suis ton cellulaire à la pièce, est une bonne façon d'évaluer vos habitudes actuelles. Commencez par estimer combien de fois vous consultez votre cellulaire en une heure. Remplissez une de vos poches avec des pièces ou d'autres petits objets similaires. Choisissez une heure de la journée où vous utilisez habituellement votre cellulaire au moins une fois ou réglez un minuteur pour une durée d'une heure. Chaque fois que vous déverrouillez votre cellulaire, déplacez une pièce vers l'autre poche. À la fin de l'heure, comptez les pièces dans la deuxième poche pour voir combien de fois vous avez consulté votre cellulaire. Si vous n'avez pas de pièces ni d'autres petits objets ou pas de poche, il y a toujours une variante. Posez votre cellulaire face contre la table devant vous. Chaque fois que vous le déverrouillez, reposez-le un peu plus loin une fois que vous avez terminé. À quelle distance se trouve le cellulaire à la fin de l'heure? Nous sommes tous concernés, adultes comme jeunes, par ces enjeux. Et nous sous-estimons souvent l'impact que nos habitudes numériques peuvent avoir sur les autres autour de nous. Il est important de s'engager à adopter de meilleures habitudes et de prendre des mesures concrètes pour y parvenir. Mais il est tout aussi essentiel de faire preuve de bienveillance envers soi-même si on n'y arrive pas du premier coup. Les habitudes prennent du temps à se faire, surtout quand il s'agit de défaire des mauvaises habitudes, et la culpabilité nuit en fait à notre capacité de faire preuve de maîtrise de soi par la suite. Enfin, en tant qu'adultes présents dans la vie de nos jeunes, nous devons aussi nous assurer de donner l'exemple en matière d'habitudes technologiques. Ce que nous faisons avec nos appareils envoie un message bien plus fort que tout ce que nous pouvons dire. Alors n'hésitez pas à réfléchir à la façon dont ces conseils pourraient également vous aider à mieux gérer votre propre utilisation du cellulaire. Vous pouvez commencer par choisir une seule habitude liée à l'utilisation des appareils que vous souhaitez changer. Ça peut être une habitude que vous voulez réduire ou interrompre, ou au contraire, une que vous souhaitez adopter et renforcer. Soyez le plus précis possible sur l'habitude en question et sur la façon dont vous voulez la modifier. Par exemple, au lieu de dire « je veux passer moins de temps sur Instagram », dites plutôt « je veux passer 30 minutes ou moins par jour sur Instagram ». Réfléchissez à ce qui déclenche l'habitude et à ce que vous pouvez faire pour la rendre plus difficile ou plus facile à changer. Enfin, demandez-vous comment vous saurez que votre habitude évolue dans le bon sens. Quelle habitude avez-vous choisie? Combien comptez-vous commencer à la changer? Comment saurez-vous si ça a fonctionné? Vous pouvez maintenant faire le même exercice avec vos enfants. N'oubliez pas de choisir une habitude qu'ils souhaitent eux-mêmes changer, mais comme nous l'avons vu, la moitié des jeunes trouvent qu'ils passent trop de temps sur leur cellulaire. Merci de votre attention. Nous allons passer à la période de questions dans un instant. Mais avant ça, j'aimerais vous inviter à suivre le lien ou balayer le code QR pour remplir notre sondage post-atelier. Encore une fois, c'est entièrement facultatif et aucune information n'est recueillie, sauf celle que vous choisissez de partager. Mais votre contribution nous aide vraiment à améliorer la qualité de nos ressources.